Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, enfin, la petite vidéo de mon ressenti, mon retour sur le petit voyage que j'ai fait en Angleterre et des parcours que j'ai joué là-bas. Donc, première chose, ce ne sera pas un vlog classique où on me suivra coup par coup, j'explique et ainsi de suite. Non. Non, ce sera pas ça. Désolé. Mais ce sera vraiment une vidéo, j'espère, intéressante pour vous, où je passe pas mal d'informations et ainsi de suite. Je vous montrerai aussi des belles petites images que j'ai filmées. Mais alors, et avant tout, si vous êtes encore là, en description, il y a plein de liens. Enfin plein, il y en a. Que ce soit si vous voulez voir un vlog classique du parcours, la vidéo de Charles Damourette en 2 parties. Donc il part des Bhakti et il veut break 100. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir et vous avez une belle représentation du trou. Il a fait ça nickel chrome. Je vous mets les liens des logements, des golfs et alors des agences de voyage si vous voulez faire un truc un peu plus complexe et ainsi de suite. Donc il y a Your Golf Travel qui est une agence de voyage en Angleterre, et Active Golf, qui est une agence de voyage belge. Il peut toujours y avoir des chouettes petits deals à faire ou quoi que ce soit. Donc je vous mets tout ça en description. C'est cadeau. Donc, pour ce qui est du voyage, tout simplement, j'ai pris ma voiture, direction Calais. Calais, tunnel sur la Manche. On arrive en Angleterre. Bon, là, c'est rouler à gauche. C'était une première pour moi. Oui, j'ai attendu longtemps avant de passer de l'autre côté de la route, mais voilà. Ça se fait, voilà, il faut bien se dire on roule à gauche, on roule à gauche. J'étais pas super confiant, je l'avoue, mais ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. À part ça, donc moi mon premier pit stop c'était le Kingsdown Golf, et alors après donc au King's Arms. Donc question voyage, ça s'est hyper bien passé. Non, rien à dire, que ce soit le tunnel, la route, rien du tout, donc c'était top. En tout et pour tout, je pense que j'ai mis, pour arriver jusqu'à Kingsdown, je suis parti à 9h, je suis arrivé là-bas vers 1h. Oui, à peu près, de porte à porte, 3h30, 4h de voyage. Approximativement. Voilà. Alors, pour le logement. Donc on était au King's Arms. Des petites images, et encore une fois le lien en description. Par nuit, dans une chambre single, on est à 45 pounds. Franchement, prix-qualité, je pense pas qu'on peut trouver mieux. Les chambres étaient correctes. Douche individuelle, enfin il y avait tout ce qu'il faut. Je préfère le dire et ainsi de suite. Pour moi, le lit, enfin le matelas était un peu, enfin le matelas qui faisait ça était un peu trop dur. Voilà, c'était sur une planche, donc c'était un peu trop dur, mais ça a fait le taf. Mais à part ça, le pub très sympa, les gens sur place hyper sympas, le petit déjeuner là-bas, moi. Et on a mangé là le lundi soir et c'était délicieux aussi. Donc franchement, c'est une chouette adresse. Maintenant, je sais aussi qu'ils vont faire des travaux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a appris. Donc voilà. S'ils font des travaux, c'est toujours pour un mieux. Donc j'imagine que ça ne peut être que d'autant plus bénéfique. Donc voilà. Ça, c'était pour le logement. Mais donc, pour alors les golfs. Donc j'ai commencé avec le Kingsdown Golf. Encore une fois, quelques petites images et ainsi de suite. Ainsi que j'ai quand même filmé quelques trous. Donc un bon bois 3, reste encore 116 début.
Euh, alors c'était dingue comme truc. Donc normalement j'avais un départ à 3 heures. Je suis arrivé là, il était heure locale, il était 1h30 je pense. Donc voilà quoi, un petit peu en avance. Mais les gars super sympas, c'était la première fois qu'on me disait bah c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de monde sur le parcours, allez-y. Donc pour faire 18 trous, c'était 45 pounds aussi. Euh, et le terrain, franchement, pour 45 pounds, des vues incroyables. Et moi, c'était important pour, tester un peu mon dos. Parce qu'en fait, je m'étais fait mal au dos la semaine qui précédait le voyage. J'avais fait des travaux dans le jardin, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, je devais le faire, donc voilà. Mais bon, c'était la première fois que je reprenais un club de golf en une semaine, et donc il fallait quand même tester un peu le dos pour voir si ça allait tenir ou pas au Royal Saint-Georges. Donc non, nickel. Alors jouer avec le vent, je suis pas un grand spécialiste, donc ça m'a permis d'ajuster certaines choses ou de comprendre un peu plus certaines choses. Mais là, c'était vraiment, ça soufflait vraiment fort. Je pense qu'on devait être à je sais pas, 60-70 km/h, avec des rafales aussi. Donc, waouh. Bon, la petite anecdote, parce que ça m'a bien fait rire, c'est que je rate complètement, donc je ne centre pas du tout un drive, mais la balle part quand même à plus de 250 mètres. Elle était partie haute, hein, donc elle est partie haute, et le vent l'a poussée. Alors, évidemment, qui dit beaucoup de vent, les fairways étaient très secs, donc la balle qui rebondissait et ainsi de suite. Mais bon, au final, plus de 250 pour un drive mal tapé. Par contre, l'inverse est vrai aussi. Donc il y a un par 5, vent contre, où là je claque un drive, je pense l'avoir bien touché, et il fait royalement 160 mètres. Voilà, ça c'est la vérité aussi. Mais voilà, c'est un chouette petit parcours de golf. Enfin, petit, j'ai dit petit parce que le prix, mais pour le reste, il y a des splendides vues. La balade est très agréable. Les greens là, par contre, il n'y a rien qui s'arrête. Donc, faut toujours, je dirais, oui, prendre 20 mètres avant le green pour espérer s'arrêter quelque part, parce qu'il n'y a rien du tout qui s'arrête. J'ai tenté, mais c'était comme... Ouais, non, il n'y avait rien qui s'arrêtait. Donc voilà, il faut le savoir. Pour le reste, top. Et après, ben, on arrive au gros. Hein. Donc le lendemain, on partait pour le Royal Saint-Georges. Et là, type numéro 1, c'est Royal Saint-Georges. Si c'est la première fois, et même par la suite, prenez toujours un caddie. Prenez toujours un caddie. Ça va, vous faire gagner du temps, enfin ça c'est déjà sûr. Deux, ça va être quelqu'un qui va vous guider, vous dire de comment jouer avec le vent, vous conforter dans le choix des clubs, voire changer, enfin voilà. Donc ils font ça, sont tous des gars, en tout cas tous ceux qu'on a eu, avec énormément d'expérience sur le parcours et ainsi de suite. Parce que pour moi, et on en a longuement discuté, donc tous les quatre, après, donc le Royal Saint-Georges, c'est vraiment quelque chose d'à part. C'est pas, on ne sait pas le comparer, enfin pour moi en tout cas, dans un autre golf qu'on a fait, puisque et c'était un peu ça le descriptif que moi j'en ai gardé, en tout cas, c'est que le Royal Saint-Georges, si on n'a pas de caddie, il y a certains trous où on sait vraiment pas où ou comment jouer. C'est vraiment impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, sans caddie, je me serais paumé, ça c'est clair. Et de toute façon, c'est ce que les gars nous ont dit, c'est que souvent il y a des gens qui se trompent tout simplement, et voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Deuxièmement, ils nous aident beaucoup à retrouver les balles, parce qu'ils savent à peu près où les balles sont et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est
c'est que du boni. Ben, d'ailleurs, le premier parcours, sur les 16 trous que j'ai joué, ben, j'ai pas perdu une seule balle. Il y avait certains trous où j'ai pas vu le fairway du tout, mais le ref était très très gentil, sauf au 17. Mais voilà. Donc, Royal Saint-Georges, c'est vraiment autre chose. C'est de retour. Ben, évidemment, c'est un links, hein, donc il faut un peu aimer le links, mais si on aime le golf, le links pose d'autres questions que les terrains qu'on a l'habitude de jouer en Belgique, en tout cas, enfin pour la plupart. Je sais qu'il y a quelques links aussi en Belgique, mais en tout cas, dans tous les parcours que j'ai fait, j'ai rarement vu un terrain comme le Royal Saint-Georges. Je veux dire, il est très 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 nature, vous le voyez dans les images. Mais bon, voilà, je vais arrêter. Je vais arrêter d'en parler. Je pense que le ressenti est passé. Alors, pour tips and tricks, donc le premier tip que j'ai donné déjà dans la partie, mais si vous venez juste ici, donc c'est prenez un caddie. N'hésitez surtout pas, prenez un caddie la première fois que vous jouez le Royal Saint-Georges. Deuxième tip serait de bien chercher, de ne pas aller jouer que le Royal Saint-Georges. Moi, je dois dire que jouer le Kingsdown juste avant, ça m'a permis de me remettre un peu dedans et ainsi de suite. Je le conseillerais. Je vous ai mis en description aussi donc le Princess Golf Club et le Royal 5 Ports. Donc le Princess et le Royal 5 Ports, ils sont vraiment juste l'un à côté du Royal Saint-Georges. Et que souvent, ils sont plus faciles à jouer de l'un à l'autre. Le Kingsdown, c'est déjà un peu plus éloigné. Alors, autre petit tip que je vais vous donner, et d'ailleurs c'est dans la partie logement en description, c'est le Princess Golf Club a aussi un hôtel. Et là, parfois, et donc il faut y aller, ou peut-être leur envoyer un mail et ainsi de suite, puisqu'ils font apparemment, en tout cas c'est ce que les caddies nous ont expliqué, merci CJ, c'est qu'ils font des packages, et des packages qui sont vachement intéressants. Donc c'est faire le Royal Singport, le Princess et le Royal Saint-Georges, plus logement, dans les alentours de 500-600 pounds. Quand on sait que le Royal Saint-Georges c'est déjà 250 pounds pour le jouer, voilà, ça vaut la peine. Donc tenir ça à l'œil, ou bien envoyer un mail en disant bah voilà, on est autant, on aimerait bien faire ce club-là, ce club-là, ce club-là. Apparemment, en tout cas, ils auraient des prix. Donc, je pense que ça vaut toujours la peine. Le petit bémol, c'est que au Princess, donc dans cet hôtel-là, c'est qu'on est vraiment à côté du golf. Alors ça c'est super, mais on ne sait pas aller dans un pub, on sait pas, oui, ou le pub le bar de l'hôtel, mais il y a pas de ville, on ne sait pas aller se balader, on sait pas, voilà. Donc il y a l'hôtel et puis c'est tout. Maintenant, si c'est vraiment que pour faire du golf, je pense que ça doit être top, et je pense que si un jour, et je pense que ça va se faire, un jour je vais y retourner, ne serait-ce que pour, enfin,
pour refaire le Royal, ça c'est sûr. Mais alors également le Princess et Royal Singport. Donc voilà. Bon, ça c'est tout pour les tips and tricks. Ouais. Oui, bah les autres tips, c'est en tout cas ce que moi j'ai appliqué, je pense que ça m'a assez bien réussi. C'est de garder la balle plus basse. Donc par exemple une approche de 50-60 mètres, que ce soit vent contre ou vent dans le dos, garder la balle basse, c'est beaucoup plus facile à maîtriser. Donc, et même parfois prendre le putter, hein, si on n'a rien du tout devant soi, voilà, ça sert à rien. Moi, par exemple, comme ça, sur un par 5, bon, vent dans le dos, je prends hybride 23, premier coup, deuxième coup, et je suis à hauteur de drapeau, mais à gauche du green. Et si on veut, il y a 2 bunkers et une languette de fairway, on va dire, ou de verre, allez, qui doit faire quoi, 1 mètre de large. Maintenant, après le green, c'est out of bounds. Donc, si on dépasse le green, la balle est perdue. Moi, j'ai pas hésité. Hein, donc, faire 8, balle roulée. Il y avait 30 mètres à faire. Donc, c'était mon 3e coup. Je fais green en régule. Il me reste encore un putt monstrueux de 6 mètres. Enfin, 5-6 mètres. Dans quelques années, ce sera 10 mètres. Hein, mais bon, on va dire 5 mètres. Voilà. Et je mets le putt. Donc, première fois que je joue le Royal Saint-Georges, birdie. Je pense que ça me restera encore longtemps. Voilà. Je sais pas trop, enfin j'ai pas trop envie d'arrêter la vidéo, mais parce que j'ai tellement de beaux souvenirs. Mais bon, je vais quand même vous parler si ça vous intéresse. Autrement, vous passez à la section suivante, hein, ou vous passez à une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Donc, alors pour le dos, par contre, donc j'avais déjà des petits soucis de dos avant de partir. J'avais fait le maximum pour rafistoler. Une des raisons pourquoi j'ai fait le Kings Down. C'était un peu pour tester, pour voir si le dos allait tenir, ce qu'il a fait. Le dos a tenu jusqu'au 16 le premier jour, et pourtant j'avais mis des cartaches. Je me souviens, c'était au 3e trou, je mets un drive de 280 mètres. Allez, donc le dos était bien, mais donc ma balle se retrouve au 16 dans le rough, et je veux la sortir, mais elle était, donc il y avait juste une touffe et puis la balle juste derrière la touffe, et là je pense que voilà, j'ai voulu taper, j'ai pas eu le bon angle d'attaque, donc j'ai pas assez attaqué la balle en vertical, voilà. Donc ça c'est encore quelque chose que je dois apprendre ou que je dois ajouter à mon arsenal. Et donc là, bah oui, le dos, il a dit t'es gentil, mais tu m'oublies. Et donc le premier jour, le 17 et le 18, je ne les ai pas faits. Oui, enfin j'ai un peu tapé la balle, mais juste pour dire. Donc j'étais vraiment pas bien. Marcher, courir, tout ça, ça allait, mais rotation, c'était impossible. Donc voilà, ça c'était mon premier jour, donc j'étais un peu... non, même pas mixte, je veux dire que j'étais heureux d'avoir fait autant de trous. Donc tout ce que je pouvais prendre, j'ai pris. Le lendemain, voilà, j'ai essayé de rafistoler au maximum, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et alors au 6e, je pense que c'est un par 3, où là je prends très mal ma balle, et encore une fois une bêtise, hein, donc ça allait encore, donc, j'avais une distance de 120 mètres à faire, et je prends bêtement faire 9, j'aurais dû prendre faire 8, taper doucement et la faire aller. Mais non, j'ai voulu taper un peu plus fort, même si 120 mètres avec un fer 9 c'est tout à fait faisable, mais j'aurais dû taper plus doucement, et je l'ai fait mal prise. Je l'ai topé, ouais.
je l'ai topé, ce qui m'a donné une très très mauvaise sensation, c'est directement allé dans le dos, et donc à partir du 6, j'ai plus joué, jusqu'au 17. Donc jusqu'au 17, j'ai marché, j'ai essayé d'attendre que ça passe un peu, et au moins comme ça j'ai joué le deuxième jour, le 17 et le 18. Alors le 17 c'était vraiment pas top comme trou. On va dire que c'était la reprise du deuxième jour. Et alors au 18, je mets pourtant... et c'est pour ça que j'ai envie d'approfondir cela un peu plus. J'ai pas fait un drive comme j'ai l'habitude de faire, donc j'ai vraiment été plus dans la... Je sais même pas l'expliquer parce que j'avais mal partout, donc j'ai dû compenser plein de choses, mais j'avais pas l'impression de devoir forcer. Enfin, je pouvais pas forcer ce swing, mais quand même en faisant un swing, pour moi en tout cas, j'avais un ressenti de le faire au ralenti. Donc en tout cas, certainement de mettre beaucoup moins d'efforts dans mon swing. Cette balle est partie, mais j'ai fait 240 mètres à peu près au drive, alors que pour moi, j'avais pas la sensation d'avoir vraiment tapé, quoi. Enfin voilà, donc tout ça sont des choses que je vais retravailler. Donc là maintenant, ça fait 10 jours qu'on est de retour. J'ai calmement repris le practice. Ça a l'air de tenir. Je pense que ce week-end, je vais peut-être faire un petit parcours. Et voilà quoi. Donc ça va beaucoup mieux. Entre-temps, j'ai été voir l'ostéo. Donc il n'y avait rien de bien méchant. Ça faisait mal, mais voilà, tout était en place. Donc oui, voilà, on devient vieux et puis voilà, hein. Ça fait partie de... En tout cas, un tout grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, et même tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Bon, ils n'entendront pas mon merci, mais voilà. Il y aura des vidéos, des vlogs standards qui vont venir, ne vous en faites pas. Mais voilà, j'ai aucune idée de quoi, parce que j'ai plus rien en stock, donc je dois vraiment sortir et en faire. En tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'aimer ce que je fais. Et si vous aimez pas, laissez-moi vraiment un commentaire. J'essaye constamment de m'améliorer. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de partager la passion, donc c'est pas plus que ça. Je suis là pour donner des conseils ou pour vous partager mon ressenti comme je l'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, si ça vous plaît pas, dites-le moi. Je peux faire que m'améliorer. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Named after England's patron saint, Royal St George's was designed by Dr. William Laidlaw Purvis to be a St Andrew's South. After opening in 1887, it quickly earned a strong reputation and in just 7 years became the first course outside Scotland to host the Open Championship. The 2021 Championship will be the 15th time it has done so. The course retains Purvis's basic routing, though many of his blind spots and gaping cross bunkers have been removed, most notably by golf course architect Frank Penning, in preparation for the Open's return to Sandwich in 1981. The main hazards today are fiery, pitched fairways and vast billowing greens. But on fine days, St George's shield is lowered. Jack Nicklaus, who won his 3 Opens in Scotland, had his worst round as a professional at St George's when he shot an 83. So perhaps he was breathing a bit of fire when he famously declared that the Open's venues get worse the further south you travel. According to legend, St George killed a dragon. Many golfers have found themselves similarly slain. This is every hole at Royal St George's. Like a lot of famous British links, Royal St George's can often seem a little underwhelming at a first glance, but the opening hole, largely unchanged from Purvis's day,
is deceptively demanding. A drive up the right side of this crowned fairway opens up the green, which is protected on the left side by a trio of bunkers and by a ridge that swoops across the hole. As with any links, the game is played along the ground and not just in the air, so the wind and the topography both matter. The aggressive line here is hard down the left, over the corner of the dogleg, which is protected by 2 bunkers. If they are successfully carried, the reward is a shorter, relatively straightforward approach up to a domed hogsback green. On the last day of the 1938 Open, with a howling gale at his back, Henry Cotton drove the green. The hole was admittedly 50 yards shorter then, and sank the putt for eagle. The first par 3 is a wild, natural Frank Penink design that requires no bunkers for protection. Hence, the hole is called Sahara. It can play very differently depending on the wind. It's usually head-on, and the hole location as the narrow 2-tier green is almost 40 yards long. As you leave the hole, you may pay homage to a stunted blackthorn to the right of the green, the sole remaining tree on the course tough enough to survive these harsh conditions. The first thing that strikes you about this hole, because it's staring you in the face, is the enormous Himalayan bunker that must be negotiated with the tee shot. It more resembles a small quarry than a bunker and is possibly the UK's tallest. If you take the bunker on, as opposed to playing safe down the left, on the other side is a welcoming, relatively flat and broad fairway known as the Elysian Fields, with a good line into the perched angled green. An aggressive approach runs the risk of tripping over the putting surface and out of bounds. From a high tee in the dunes, the 5th hole cascades down toward the shoreline. An inspiring drive followed by what Ian Fleming tells us was fictional special agent James Bond's favourite second shot on the course, over bunkers and through a valley between high sand dunes to a distant, taunting flag. In the 1949 Open, Harry Bradshaw's drive in the second rolled onto part of a broken bottle. He played the ball as it lay, advancing it about 20 yards and made a double bogey that arguably cost him the title. The best spectator spot on the course is atop a vast sand dune that sits beside the 6th green, christened Jungfrau by Dr. Purvis after the famous Swiss Alp. In Purvis's original design, the dune was even taller and the tee stood on the far side of it, presenting a demanding blind shot. It was one of the most notorious holes in the country and a favourite of Purvis. The hole nowadays is called the Maiden. It plays perpendicular to the original, with Jungfrau providing a marvellous backdrop rather than a fearsome hazard. The first of the 2 par 5s is the longest hole on the course, but for players in the Open, it is also traditionally the easiest. It used to be a blind tee shot over a ridge of sand dunes, but elevated tees have been added and the dunes partially excavated, allowing a partial view of the fairway from the tee. The hole then draws you alongside the shoreline to a relatively flat green, whose fortifications include a pair of bunkers guarding the right front edge. The 8th hole of Dr. Purvis's original design was a par 3. It contributed to the course's reputation for having a front 9 that was light on yardage, heavy on quirks. Walter Hagen, America's first Open champion, said, "The first 9 holes, tremendous fun, not very good golf. Second 9 holes, tremendous golf, no fun at all." So, Frank Penink scrapped the hole and replaced it with today's challenging par 4 that plays away from the sea to a plateau fairway, then down a gully to a devilish 2-tier green. The last hole of the front 9 is a relatively short par 4 by today's standards, but still with plenty of hazards to lead the golfer astray, especially the high-faced pot bunkers that edge into the green, which is actually the old 16th green from the original layout. The 10th is a perilous par 4 that runs in the opposite direction than the 9th. There is no good side to miss the domed green, which sits high above you as you play your approach shot. Anything long here will bound down the hill, leaving an extremely challenging shot. In Goldfinger, Ian Fleming calls this the most dangerous hole on the course, one that has broken many hearts. This stout par 3 plays downhill, back outwards towards the sea. The hole was originally a par 4. In preparation for the 1981 championship, the tees were moved back, creating a demanding long shot to a well-protected 2-tier green. Penink completely revamped the par 3s,
Today, they each present a strong challenge, and because all 4 of them play in a different direction, the wind presents a different challenge on each. Largely unchanged since Royal St George's first open in 1894, the 12th retains a slightly antiquated museum piece charm. It's the shortest par 4 on the course. Open competitors will be hoping for a long iron off the tee, a wedge to the pin and 1 putt. But the slightly dog-legged hole isn't defenceless. It has a huge ridge running the length of the fairway, 3 strategically placed fairway bunkers, and a small green, protected by another 6 deep bunkers. The next 3 holes are perhaps the toughest trio on the course, an impregnable triangle where many opens have been won and lost. The 13th plays out towards the old clubhouse for the course next door, Prince's, an erstwhile open venue. The fairway is pinched by a pair of bunkers on each side. The hole turns slightly left and demands a long approach to a narrow, razor-backed green guarded by another 2 bunkers which, like all the bunkers at Royal St George's, seem to have a magnetic attraction for golf balls. Open competitors will be wise to approach the 14th with great respect and caution. The Suez Canal ditch cuts right across the hole, and an out-of-bounds fence runs all down the right side. Many have had their hopes blown away here. During the 2011 Open, Dustin Johnson was 2 shots off the lead and in pole position on the fairway on the final day. He went for the green with a 2-iron, but carved it into oblivion, giving his playing partner Darren Clarke a 4-stroke cushion with 4 to play. This long brute of a hole usually plays into the teeth of a prevailing wind. 5 bunkers await the drive, another 3 straddle the width of the fairway short of the green. Any approach with a hint of fade will be repelled, leaving players with an extremely delicate chip and run from short and right of the green. It was here in the fictional match against Goldfinger that James Bond hit a driver off the fairway. The ball hit the bank below the green, bounced high with the impact and finished 2 inches from the hole. This gorgeous par 3 is the shortest hole on the course. The green is a fairly generous target, but it slopes away on all sides, and errant tee shots are usually directed into one of the punishing pot bunkers that enclose it. In 2003, Thomas Bjorn was 3 strokes ahead, but took 3 shots to get out of the right-hand greenside bunker, handing the claret jug to Ben Curtis. Royal St George's rewards good driving, and the tee shot on 17 requires a powerful one to another domed fairway. The hole then doglegs slightly to the left and asks for a crisp iron, usually from a sloping lie, to a wide-mouthed shelf of a green with a high, Pinehurst-like false front that will repel any faint-hearted approach shot. With the glorious exception of St Andrews, Open Championship folklore decrees that the final hole must be long, littered with hazards, and extremely punishing. The home hole at Royal St George's requires a solid drive down the middle and a solid long-ironed approach. A pair of bunkers stand like sentries on either side of the green, which slopes dramatically away on the left-hand side into what is known as Duncan's Hollow. Royal St George's length, design, fickle bounces, and sometimes foul weather add up to a rigorous test of both brawn and brain. To tame the course, one must be a master of strength, strategy, and self.